Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo décryptage, analyse d'une interview qui a été réalisée il y a 4 jours, donc c'était vraiment mi-février, de Valérie Létard. Valérie Létard, c'est notre ministre déléguée au logement. Elle a été interviewée dans un journal qui s'appelle L'Opinion et le sujet central de cette interview, c'est comment rendre l'investissement immobilier locatif de nouveau attractif. Donc c'est très intéressant. Si vous êtes investisseur immobilier ou si vous prévoyez de faire un premier investissement, vous devriez écouter cette vidéo. Je vais vous donner toutes les informations clés, celles qui devraient arriver sur l'année 2025 et surtout les potentielles nouveautés de l'année 2026. Donc allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors déjà, point de départ de toute cette histoire, c'est l'acharnement des gouvernements successifs contre l'investisseur immobilier locatif particulier, donc le privé. Le plus gros problème qu'on rencontre en France, c'est que par définition, un investissement immobilier, ça nécessite de s'investir, et pas uniquement de s'investir financièrement, mais de s'investir en termes de stress, de fatigue, d'énergie, de travaux, etc. Et quand on investit de son temps, de son énergie et de son argent, on a besoin de se projeter dans le temps, de se projeter dans l'avenir. Et le problème, c'est bien sûr l'instabilité gouvernementale concernant le traitement de l'investisseur en France. Je ne vais pas faire de vidéo dédiée uniquement à ce sujet, mais depuis 16 ans que je travaille dans l'immobilier, j'ai vu de multiples coups de massue envers l'investisseur particulier. Une petite liste non exhaustive, rappelons-nous que jusqu'en 2011, la taxation sur les plus-values était exonérée à partir de 15 ans de détention. Ils sont passés à 30 ans. Ils ont donc doublé la durée de détention pour être exonérés de taxation sur la plus-value. Entre-temps, les lois de défiscalisation destinées aux investisseurs pour la construction neuve ont vu leurs avantages raboter d'année en année. Puis en 2014, la loi Allure est progressivement arrivée en encadrant de plus en plus les loyers dans les grandes villes. Elle a apporté un renforcement de la protection des locataires, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, mais il faut pouvoir la contrôler, puisque ça fait également peur aux investisseurs. Plus vous avez des locataires protégés, moins les investisseurs viennent sur le marché. Ensuite a été imposé un diagnostic de performance énergétique qui est clairement très perfectible. Il a aujourd'hui beaucoup de problèmes encore et donc il y a beaucoup de choses à corriger, mais la loi climat et résilience est venue dire au fait bientôt vous allez plus pouvoir louer vos passoires énergétiques. Tant pis si le diagnostic n'est pas une source très fiable, vous allez être impacté. En 2023, on a apporté un gel des loyers pour les passoires énergétiques. Et en 2025, on vient dire, écoutez, en fait, vous pourrez tout simplement plus louer vos logements et plus le temps va passer, plus on va interdire les notes F et puis ensuite les notes E. Donc, on veut vous obliger à aller faire des travaux. Donc, nous, gouvernement, on vous dit, il va falloir vous investir plus en temps et en argent, et en revanche, on va continuer de vous taxer encore plus. Je ne parle pas de l'explosion des taxes foncières parce qu'elle ne concerne évidemment pas que les investisseurs, mais bien sûr, la taxe foncière va jouer dans le rendement net de l'opération de l'investisseur. Et pour finir, très récemment, la loi anti-Airbnb qui est vraiment venue casser l'envolée des locations Airbnb par les investisseurs, et puis le coup de grâce sur le régime du loueur meublé non professionnel qui est venu réintégrer les amortissements déduits les années passées dans le calcul de votre plus-value le jour où vous revendrez. Et ça pour tous les loueurs meublés non professionnels et pas que les nouveaux. Ah oui, et j'oubliais en 2018 l'apparition de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Avant, on appelait ça l'ISF, l'impôt sur la fortune. C'était un impôt qui était calculé sur la même somme, grosso modo, mais ça comptait et l'immobilier et les placements financiers. Et en 2018, ils sont venus dire, en fait, on va taxer que l'immobilier. Emmanuel Macron se fiche complètement de la partie immobilière. Ça n'a jamais été dans aucun de ses programmes. Il ne croit pas à l'immobilier, il n'aime pas ça, il n'en possède pas et il pense que c'est un marché qui se régule tout seul. C'est pour ça qu'il a décidé de ne pas intervenir. Quand je dis il, c'est bien sûr son gouvernement. Alors il existe une crise du logement absolument gigantesque aujourd'hui et pas qu'en France, en Europe, mais également aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais il n'empêche que certains pays ont pris des mesures, la France n'a absolument rien fait. Donc Valérie Létard, qu'est-ce qu'elle nous dit dans cette interview? Tout d'abord, elle dit que sous le gouvernement Barnier, initialement dans le projet de loi de finances 2025, il n'y avait aucune mesure concrète pour aider le logement, que ce soit investisseurs ou résidence principale. Donc c'est pas le sujet du jour, mais en effet, le prêt à taux zéro a été poussé et élargi pour favoriser la mobilité résidentielle parce que la base, c'est quand même les locataires qui doivent quitter leur logement pour enfin devenir propriétaires afin que les nouveaux arrivants sur le marché deviennent locataires. Quand cette machine-là est enrayée, c'est toute la chaîne qui prend. Donc son objectif, c'était aider les primo-accédants, mais également pouvoir permettre aux bailleurs sociaux de faire construire plus de logements puisque le nombre de logements sociaux grandit. Et oui, c'est normal, puisqu'il n'y a plus de mobilité résidentielle, vous avez tous ceux qui sont derrière avec des revenus peu élevés
qui ont besoin d'un logement et les loyers ayant augmenté ces dernières années, ça aussi c'est normal, eh bien ils ne peuvent plus accéder à un logement privé et ils demandent à accéder à un logement social qui n'existe tout simplement pas. Mais voici ce qu'elle dit concernant les investisseurs. Clairement, elle a compris que l'instabilité fiscale et la pression fiscale sur celui-ci faisaient fuir les investissements immobiliers locatifs. Le prix du foncier a explosé, le coût des travaux a également explosé, les risques d'impayés de loyer ont fortement évolué et les investisseurs ne sont pas plus sécurisés. Et bien sûr, elle cite la problématique des squats. Ça fait souvent un grand bruit dans les articles de presse lorsqu'il y a des squats dans des appartements et que le propriétaire ne peut rien faire au risque d'être condamné lui-même. Je cite d'ailleurs ce petit passage de l'article. Beaucoup se demandent si aujourd'hui il ne vaut pas mieux investir dans des actions plutôt que dans le logement. Eh bien oui, pour celui qui a du cash, investir sur des placements financiers, aujourd'hui ça va lui coûter en termes de taxes l'équivalent de ce qu'on appelle la flat tax, donc 30%, qui est une taxe unique, on l'appelle PFU, prélèvement forfaitaire unique, alors qu'en immobilier, vous êtes taxé à hauteur de votre tranche marginale d'imposition, qui est souvent au moins à 30%. Attention à ne pas confondre avec le taux moyen d'imposition, mais je ne rentre pas dans le détail. Votre tranche marginale d'imposition est soit à 11%, soit à 30%, soit encore au-dessus, plus les cotisations sociales, 17,2%. Il ne faut pas oublier que les cotisations sociales, c'est un facteur variable qui a tendance à évoluer avec le temps. Donc pour faire simple, un investisseur classique qui se trouve dans une tranche à 30%, plus 17,2% de cotisation sociale, il va rendre 47,2% d'impôts sur ses loyers. Et ça, sans compter la taxe foncière, ses travaux, ses risques d'impayés, etc., etc. Donc sa proposition est la suivante. Avec le ministre de l'économie et des finances, sur l'année 2025, il signe une lettre de mission qui va engager des députés, des sénateurs, mais aussi des professionnels de la construction, de l'immobilier, etc., pour un grand groupe de travail afin de créer le fameux statut du bailleur privé. Le statut du bailleur privé, on en parle depuis quelques années, c'est un petit peu une chimère, on ne sait pas trop où la placer, on en parle, on l'abandonne, etc. Bon, aujourd'hui, il va être mis en place, en tout cas, la mission démarre, et le but, c'est que cette mission soit terminée avec une proposition lors du projet de loi de finances 2026, ça veut dire dès cette fin d'année. Concrètement, le projet de loi de finances 2025 qui est venu secouer encore plus l'investisseur n'est qu'un projet transitoire. Vous pouvez être quasi certain et certaine qu'en 2026, il y aura encore des nouveautés concernant la taxation des loyers des investisseurs. Et elle évoque dans cette interview la création d'un abattement ou d'un amortissement et un alignement de la fiscalité sur le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, je le rappelle, qui est de 30%. Alors concrètement, quels pourraient être ces changements? Je vous donne mes pronostics aujourd'hui. Je pense, d'une part, qu'on se dirige clairement vers un alignement de la fiscalité entre la location meublée et la location nue. Ça fait des années qu'on en entend parler et je pense que si on doit créer un statut du bailleur privé, eh bien les avantages auraient lieu et en nu et en meublé. Donc plus le temps va passer et plus le régime de la location nue et le régime de la location meublée vont fusionner. Ça veut dire à un moment donné plus de distinction et plus de différence entre le microfoncier, le micro-BIC et le régime réel amortissable en meublé et le régime réel en location nue. Maintenant, est-ce qu'ils vont décider de fusionner les deux en abaissant les avantages pour la totalité ou en les rehaussant? L'objectif, et Valérie Létard le sait, c'est d'améliorer l'attractivité, et elle le dit clairement, améliorer l'attractivité pour l'investisseur locatif. Il faut quand même pas oublier que dans l'immobilier ancien, en 2 ans, le nombre d'investisseurs a été divisé par 2 et dans l'immobilier neuf, il a été divisé par 3, voire par 4. C'est pas un hasard. Ensuite, je pense qu'il va y avoir une réforme de la taxe sur la plus-value. La taxe actuelle, qui est de 19% plus les cotisations sociales, donc 19 plus 17,2, ça fait 36,2% de taxation. Et cette taxe baisse avec les années. Plus vous possédez votre appartement longtemps et moins vous serez taxé. Et ça dure 30 ans. Eh bien, clairement, cette taxe a montré ses limites. Elle a été créée initialement évidemment pour lutter contre la spéculation immobilière, mais aussi pour lutter contre la rétention de biens. Le but, c'était de dire, allez-y, vendez, parce que de toute façon, 30 ans, c'est trop loin à attendre. La vérité, c'est ça. Et finalement, eh bien, on est français, et en tant que français, on n'est pas content, et donc on conserve nos biens plutôt que les revendre et être fortement taxés. Donc l'idée, ce serait quand même de revenir en arrière avec un système qui serait incitatif pour que l'investisseur puisse revendre son bien dans des délais raisonnables, disons 10 ans ou 15 ans, sans être fortement taxé. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de multipropriétaires.
C'est parce qu'ils conservent leurs biens. C'est pas fun d'avoir plein d'appartements. Alors évidemment, ce sont des bons problèmes par rapport à celui qui n'a rien. C'est pas le sujet du jour. J'évoque ici uniquement le statut des investisseurs. Mais avoir des appartements, c'est de la fatigue, c'est du stress, de l'énergie et bien sûr, ce sont des risques financiers. Et pour ça, un investisseur qui serait incité à revendre au bout de 5 ans, 10 ans ou 15 ans en ayant une faible taxe, eh bien franchement, ça permettrait de faire tourner le marché et d'avoir plus d'appartements à la vente. Et évidemment, ça éviterait aussi, je crois, de la spéculation immobilière. Également, je vous le disais, Valérie Létard parle d'un abattement ou d'un amortissement. L'objectif, on en entend parler depuis quelques années, ce serait de créer un amortissement, peu importe le type d'appartement que vous achèteriez, que ce soit un bien neuf ou un bien ancien. Vous pourriez par exemple amortir sa valeur sur un certain nombre d'années, comme vous le faites aujourd'hui en loueur meublé non professionnel. Mais ça vaudrait également pour la location nue. Il faut savoir qu'il y a déjà eu des régimes de défiscalisation, je pense à la loi d'Eurobien, il y a déjà bien longtemps, qui permettait d'amortir une partie de son bien sur un certain nombre d'années. Et là, il s'agissait de location nue. Donc clairement, on réinvente rien, mais on mettrait un système stable et donc pas un dispositif fiscal, mais véritablement un statut qui permettrait de se projeter dans le temps. Imaginons par exemple un appartement au prix de 200 000 euros qu'on pourrait amortir de l'ordre de 2 ou 3% par an. Imaginons 2% par an, ça ferait 4 000 euros d'amortissement annuel qui viendrait en déduction des loyers et ça permettrait d'abaisser la fiscalité pour l'investisseur. Également, en réflexion, il y a la notion de réduction d'impôt, comme il existe déjà avec des dispositifs fiscaux, de créer potentiellement un pourcentage de réduction d'impôt, que l'appartement soit neuf ou ancien. Par exemple, toujours un produit à 200 000 euros, imaginons une réduction d'impôt de 1% ou de 0,5%, 1 000 euros de réduction d'impôt qui viendrait en plus de votre avantage lié à l'amortissement. C'est facile à mettre en place, c'est incitatif et ça permettrait de faire revenir enfin les investisseurs sur le marché. Et les faire revenir sur le marché, ça veut dire beaucoup plus d'emplois. Et je ne parle pas que d'emplois pour les acteurs de l'immobilier type architecte, notaire, agent immobilier, mais je parle aussi surtout pour le secteur du BTP et pour les artisans qui souffrent beaucoup. Et quand vous avez un marché du logement qui redémarre, vous avez également, on n'en parle pas assez, un marché du bureau qui redémarre, parce que lui est dans un état catastrophique. Pour terminer, Valérie Létard veut plancher aussi sur une évaluation de l'impact de l'encadrement des loyers dans les grandes villes. Il s'avère que l'encadrement des loyers, ça a du bon, mais ça a aussi un effet rebond très nocif, celui de faire fuir les investisseurs des grandes villes, là où les gens ont besoin et envie d'habiter. Donc on aura très certainement en cette fin d'année une analyse globale de ce qu'a donné l'encadrement des loyers depuis quelques années et le gouvernement pourra prendre une décision sur sa poursuite ou non. Voilà vers quoi se dirige le gouvernement pour accompagner l'investisseur. On verra bien sûr ce que ça donne à la fin de l'année lors du projet de loi de finances. Et en attendant, il ne faut pas oublier que toute l'année, il y a des PPL, donc des propositions de loi qui peuvent concerner l'immobilier. Il y en a d'ailleurs en cours actuellement et qui peuvent intervenir et être intégrées dès cette année sans forcément attendre un projet de loi de finances. Donc si vous voulez être informé et en avance sur tous ces sujets, eh bien je vous invite à suivre la chaîne, ça sera avec grand plaisir. Et en attendant, mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce qu'a dit Valérie Létard et donc de ces nouveautés qui pourraient arriver. Est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il faudrait que le gouvernement intervienne pour que vous, en tant qu'investisseur, vous arriviez soit pour la première fois sur le marché, soit vous reveniez sur le marché? Je vous remercie de m'avoir écouté et comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Ciao!